Dans la mesure où j'ai passé un pacte avec moi-même pour ne plus me mettre la pression au niveau des vidéos, quoi de mieux qu'un petit tag des familles qui reprend un chemisier chelou et le Seigneur des Anneaux. C'est parti! Hello mes petites lambas au chorizo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à partir pour une petite aventure en terre du milieu parce que j'avais envie d'un contenu divertissant, récréatif, pas prise de tête, qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser et bref, c'est un peu de hasard, c'est un peu de fun, donc on y va sans plus attendre. J'ai repéré ce tag sur la chaîne anglophone A Frolic Through Fiction, donc je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos et le principe est hyper simple, on va avoir un personnage de la saga à associer avec un bouquin. Et pour ce faire, on va partir en fait de consignes qui sont inspirées de répliques du film. Et on y va tout de suite. On ouvre le bal avec un personnage plutôt controversé et sa fameuse réplique « Je vais porter l'anneau en Mordor ». Il s'agit bien entendu de Frodon et je dois vous parler d'un livre pour lequel je suis pas encore franchement décidée à savoir est-ce que je l'ai aimé ou pas. Et pour répondre à cette question, j'ai pioché dans mes lectures très récentes puisqu'il y a vraiment le livre parfait qui colle absolument. Il s'agit de Plus drôle que toi qui est écrit par Rebecca Elliott et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Ayla, 14 ans, qui est une jeune fille et qui doit un petit peu jongler au quotidien puisque son père est parti il y a des années, son petit frère de 4 ans, Noah, est assez turbulent et très curieux et surtout sa mère est infirmière, elle bosse la nuit donc Ayla a un peu cette double casquette de grande sœur et de maman de substitution. En plus elle doit continuer à aller au collège et tout, c'est un peu compliqué, d'autant que ses camarades ne sont pas franchement tendres avec elle puisque tout le monde est dans cet âge un petit peu difficile, dans cette période compliquée qu'est l'adolescence et la jeune fille a un corps dont elle ne sait pas vraiment quoi faire puisque à la fois elle s'assume et en même temps elle se rend bien compte que le regard des autres est hyper cruel et hyper pernicieux puisqu'ils passent leur temps à la chambrer sur son poids. Ça l'a même contrainte il y a des années à endosser avec humour le surnom de Truie. Oui, parce que pour les plus nostalgiques parmi vous, rappelez-vous qu'au collège quand même il y avait une espèce de sale ambiance quand on rentrait pas dans les clous et donc un jour sentant le coup fourré arriver, elle a pris les devants et face à un gamin qui allait du coup l'insulter, elle a accepté de porter ce doux sobriquet et c'est du coup des années après, toujours comme ça qu'on l'appelle dans le collège et même son groupe d'amis l'utilise tous les jours. Et c'était difficile à passer pendant la lecture, je vous cache pas que c'était un peu là. Donc vous voyez déjà entre comment gérer la relation avec les autres, comment utiliser l'humour comme une arme, comment apprendre à s'accepter dans une société qui est pas toujours tendre avec celles et ceux qui correspondent pas au canon inatteignable des critères de beauté qu'on voit partout et une situation familiale pas toujours évidente. On a déjà pas mal de trames narratives qui sont tissées par l'autrice mais en plus de ça on va avoir aussi une part importante du récit qui est consacrée au stand-up puisque Ayla est fascinée par l'humour, par les humoristes, par la scène. Elle rêve d'écrire ses propres sketchs et de monter sur scène pour faire rire les gens parce que c'est vraiment ce qui l'anime, qui la fait vibrer et son aspiration ultime c'est de faire rire les gens pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle propose et non pas pour ce qu'elle est. Donc imaginez un petit peu l'état dans lequel elle va être le jour où elle va découvrir que le beau gosse du collège fait du stand-up, s'y intéresse, est plutôt doué et en plus veut participer à un concours. Je m'arrête là pour le résumer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont brassées dans cette histoire mais je veux pas trop en dévoiler. Et en fait, ce qui m'a beaucoup dérangée avec ce roman, c'est que à chaque fois que je soulevais un point négatif en me disant ah, ça me crispe, ça j'aime pas trop la façon dont c'est amené, c'est-à-dire que l'héroïne est parfois très égoïste, elle est parfois très immature, et en même temps c'est terriblement bien retranscrire ce qu'est l'adolescence, ce qu'est une adolescente de 14 ans. Et donc en fait à chaque fois que je trouvais quelque chose qui me crispait, c'était juste mon cerveau d'adulte qui était en train je sais pas, de ruer dans les brancards contre les affres de l'adolescence. C'est tout à fait ce que j'ai pu vivre, c'est tout à fait ce à quoi on peut penser, la façon dont on réfléchit. En fait c'est hyper fidèle, c'est hyper sincère, c'est très humain, c'est drôle, enfin il y a beaucoup de choses, mais simplement c'est tellement vrai que parfois ça pince. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas toujours très agréable à regarder en face et pourtant c'est tout à fait réaliste. Donc c'est pour ça que j'étais un peu dans cet entre-deux de... Il y a des choses qui m'ont crispée, mais en même temps ça fait partie de la force du roman. Donc je peux pas vous le déconseiller vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est juste que votre esprit, peut-être plus mature, plus adulte, pourrait se rebeller et se dire en fait franchement, je suis contente d'être sortie de cette période de ma vie.
Si je parle autant pour chaque question, on n'a pas le cul sorti des ronces les copains, mais j'enchaîne avec la question suivante qui s'intéresse cette fois-ci au personnage de Sam et de sa fameuse réplique. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Et du coup je dois vous parler d'un livre envers lequel je serai toujours loyale. Parce que oui franchement, quel personnage, quelle figure plus emblématique de la loyauté que Sam Gamgee. Franchement c'est un saint, je ne sais pas comment il a fait pour supporter Frodon pendant tout ce temps. Moi je pense que je l'aurais jeté dans la montagne du destin, non pas pour éliminer l'anneau, enfin ça aurait été le bonus, mais juste pour m'en débarrasser. Le but de cette vidéo n'étant absolument pas de commenter d'un point de vue personnel la saga, je vais arrêter là tout de suite mes élucubrations sur les personnages et je vais vous répondre avec Comme un roman de Daniel Pénac publié aux éditions Gallimard. Et vous m'auriez posé la question, je sais pas, il y a 2 jours, je vous aurais répondu totalement autre chose, mais en fait j'ai attaqué un nouveau journal de lecture que j'utilise un peu comme un bullet pour mettre des chroniques, des idées de vidéos, ce genre de choses, et je me suis dit bah tiens, pour attaquer en page de garde, pourquoi ne pas relister les 10 droits du lecteur selon Daniel Pénac, et en les recopiant, ça m'a fait des grosses baffes à chaque point parce que je me suis rendu compte à quel point, depuis que je fais des vidéos, enfin en tout cas depuis un moment, quand on veut créer du contenu, quand on veut partager nos lectures, bien sûr il y a énormément de bons côtés, mais il y a aussi toujours cette idée que on ne lit plus seulement pour nous, il faut toujours réfléchir à comment je vais en parler, qu'est-ce que je vais en dire, là j'ai quelque chose, j'ai un nœud, que ce soit positif ou négatif, faut que je le démêle, faut que je trouve des arguments. Et du coup, c'est pas exactement le même rapport et parfois, je sais pas, je vais avoir envie de lire un livre en anglais mais ça va me demander un petit peu plus de temps et parfois j'ai des services presse que je dois faire passer avant, ou alors je ne prends jamais la peine de relire un livre parce que je considère que c'est du temps perdu sur du nouveau contenu à apporter. Et en fait, quand j'ai relu point par point ce que prône Daniel Pénac, ça m'a vraiment fait un petit électrochoc. Et d'ailleurs, je pense en faire une petite série de vidéos assez courtes dédiées sur la chaîne. Je pense que ça vous plaira, je le ferai rapidement, donc je vais pas trop en dévoiler. Mais vraiment, c'est un essai sur la lecture que je lis et je relis très régulièrement. Je vous l'ai déjà dit, que j'annote, que je souligne, pourtant j'ai horreur de faire ça. Donc c'est vraiment une valeur sûre qui remet les pendules à l'heure, qui permet aussi de se recentrer dans cette passion qui nous anime. Et si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite vraiment à le découvrir. Et des fois c'est beau la vie, puisque du coup la question précédente me permet d'enchaîner avec celle-ci, puisqu'on va parler de Pipin et de sa fameuse question. Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Et donc, je dois vous parler d'un livre que j'aimerais relire. Comme quoi, toutes les connexions, tout s'imbrique, c'est incroyable. Le livre auquel je pense souvent et autour duquel mon esprit tournoie régulièrement, il s'agit de Maintenant c'est ma vie, écrit par Meg Rosoff et publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors oui, clairement il n'est pas de première fraîcheur parce que je l'ai lu quand j'étais vraiment toute jeune et ça avait été une énorme clacasse, puisque de mémoire, dans la mesure où ça fait plus de 15 ans facile que je l'ai pas ouvert, c'est un petit peu nébuleux, mais on va suivre une adolescente qui va être envoyée par sa mère à la campagne chez des cousins et cousines pour éviter les conflits à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Et au départ, ça va être une ambiance un peu champêtre, un petit peu sympathique, puisque les cousins et les cousines s'amusent, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas d'école, donc du coup c'est un peu la fête, on fait ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, et c'est vraiment presque bucolique. Et puis petit à petit, il va y avoir des soldats qui passent dans le coin, et puis la cousinade va être éclatée et repostée dans plusieurs maisons. Et la jeune fille va vouloir absolument retrouver son cousin Edmond, parce que de mémoire les deux s'aiment bien, il y avait une relation un petit peu particulière, et c'était glaçant et un peu sordide pour un récit jeunesse. Enfin moi j'avais jamais lu quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à ce récit, et très souvent j'ai envie de le relire. Je pense que ça irait très vite hein, parce qu'il fait à peine 230 pages, c'est écrit assez gros, mais j'ai peur de ne pas retrouver ce qui m'avait autant frappé à l'époque et du coup qui perde un peu ce statut dans ma tête de livre hyper coup de poing. Et donc je suis partagée entre ça se trouve je retrouverai vraiment les sensations de l'époque et ça ferait juste un gros plof maintenant. Donc je le regarde, on est là, on se jauge, peut-être qu'un jour on va conclure mais je peux rien vous promettre. Mais comment ça on va conclure Alexandra avec un livre? T'as pas le droit de dire ça. Mon dieu. Oh là là, toi au montage t'as intérêt à couper. Nope. Et après avoir associé un livre à l'adorable Pipin, on va enchaîner avec Mary et son fameux... Oh, nous venons aussi. Faudrait nous renvoyer chez nous attachés dans un sac pour nous en empêcher.
Et là, je dois vous parler d'un livre qui qui met en valeur l'amitié. Alors oui, j'aurais pu citer tout un tas de sagas épiques qui mettent en scène des groupes comme Harry Potter, Gardien des Cités Perdues, Tali, Fille de la Lune et bien d'autres, mais j'ai décidé de me concentrer sur une amitié un peu en huis clos avec deux petites filles dans l'excellent La tête dans les étoiles, écrit et dessiné par Jen Wang et publié aux éditions Achilleos. Alors petite piqûre de rappel au passage, Jen Wang, on lui doit l'extraordinaire Le Prince et la Couturière et le non moins captivant IRL qui parle des jeux vidéo. Et dans cet album, on va suivre Moon et Christine, deux petites filles qui font partie de la même communauté chinoise installée aux États-Unis. Et l'une et l'autre sont diamétralement opposées. Vous avez Moon d'un côté qui est créative, qui est impulsive, qui a déjà une bonne idée de ce qu'elle est, et Christine à l'inverse est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus soumise à ses parents, qui est très studieuse, qui est très enfermée dans un cadre, dans une structure et qui ne dépasse jamais, qui ne déborde jamais, qui ne fait pas la moindre vague. Et quand les deux vont se rencontrer, au début ça va être un petit peu frileux et puis très rapidement va se nouer une très belle amitié dans tout ce qu'elle a de plus beau, de plus révélateur, de plus cathartique et libérateur, et en même temps avec ses côtés un peu moins sympas avec lesquels il faut apprendre à composer, autour desquels il faut grandir, comme la jalousie, l'incompréhension. Et c'était vraiment un très très beau portrait de l'amitié qui m'a beaucoup touchée et dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais vraiment c'était une chouette histoire. Bon, pour le personnage suivant, on rigole tellement pas que je me rapproche de vous encore plus. Là, vous êtes limite dans ma cavité nasale, mais c'est pas grave, puisqu'on va enfin parler d'Aragorn, n'est-ce pas, mon petit chéri, mon chouchou pour qui je déménage quand vous voulez en terre du milieu, mais quand il est grand pas quand il est roi, parce qu'après il est trop sage, trop lisse, j'aime moins. Mais en version baroudeur, avec un peu le cheveu gras et de la boue sur le visage, moi j'adore, ça me fait craquer. Et c'est pas totalement sorti du contexte, puisque en gros pour Aragorn et son fameux Pour Frodon. Je dois vous parler d'un livre qui met en scène un héros ou une héroïne devant lequel il fait bon de tomber en pâmoison. Vous l'aurez donc compris, c'est la minute fangirl, et donc quoi de plus à propos que de vous sortir Baz de la série Carry On écrit par Rainbow Rowell? Je vous le demande. Je vous montre le tome 1 puisque c'est celui que j'ai lu pendant le mois de février, et en même temps je trouve qu'il a d'autant plus la classe et qu'on comprend vraiment davantage l'aura et la personnalité du personnage avec la couverture du tome 2, puisque Baz c'est un petit peu une version vampire et brune bouclée de Drago Malfoy version 1000 fois mieux. Et avant de m'enjailler, je vais quand même reprendre les bases si jamais... Faut vraiment que j'arrête de me faire rire avec les blagues nulles, puisqu'après je suis morte de rire à l'écran et vous comprenez pas parce que la plupart du temps je coupe, mais c'est pas grave, là je vais assumer puisque de toute façon je suis sûre que la deuxième fois ça va autant me faire rire que la première. J'étais donc en train de vous dire, avant de m'enjailler, je vais quand même repartir sur les bases, et du coup les bases, ha 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 ha, je suis un cas perdu. Mon dieu. Reprenons depuis le début. Carry On, c'est l'histoire de Simon Snow qui est bon an mal an notre Harry Potter national, version fanfiction par Rainbow Rowell, qui était mis en scène dans un autre de ses romans qui s'appelle Fangirl. Voilà, c'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais pourtant c'est assez simple. Et en gros, Simon Snow est l'élu dans un monde de magiciens, et ses pouvoirs sont un petit peu difficiles à gérer, il a du mal, et surtout il est en colocation avec le très ténébreux et un peu mystérieux Baz, qui est en réalité un vampire, et Simon est obnubilé par Baz, les deux se font des crasses depuis la première année, et en fait Carry On commence au début de leur 7e année d'études, et Baz a disparu et Simon essaie vraiment à tout prix de savoir pourquoi, parce qu'il est persuadé que le jeune homme est en train de fomenter un coup fourré, et c'est génialissime. En gros, c'est une fanfiction Drarry en version totalement décalée, un peu plus mature, dans un univers de magie qui est un peu désarçonnant parce que très bien trouvé dans le sens où ça va mettre en perspective tout ce qui déconne dans le monde magique imaginé par J.K. Rowling. Et ce duo de personnages est hyper attachant. Vous avez également la meilleure amie de Simon qui s'appelle Pénélope, qui est pareil hyper intéressant comme personnage. Et il me tarde de découvrir la suite de leurs aventures, et le tome 3 est prévu pour le mois de juillet de cette année, donc... Voilà, personnage que j'aime d'amour et devant lequel je tombe en pâmoison, Baz sans hésiter. Le petit problème avec ce tag, c'est que j'ai envie de me refaire tous les Hobbits et tous les Seigneurs des Anneaux dans la foulée, donc ça risque d'être un petit peu chronophage, mais c'est pas grave, et on enchaîne tout de suite avec Legolas.
et l'extraordinaire. Ça ne compte quand même que pour un. Et je dois vous présenter le livre le plus gros qui traîne dans ma pile à lire. Et une fois n'est pas coutume dans ce tag, la question induit une réponse plutôt à propos, puisque si on considère que les relectures comptent dans la pile à lire, dans ce cas-là, le plus gros bouquin qui traîne, c'est bien entendu l'intégrale du Seigneur des Anneaux dans la nouvelle traduction, qui est publiée aux éditions Pocket. Donc beau bébé, écrit très petit, de plus de 1600 pages, donc il y a de quoi faire. Et sinon, un peu plus contemporain mais tout aussi replet, il s'agit du premier tome de l'intégrale de l'Assassin Royal par Robin Hobb. Au choix. Et autant je ne suis pas très fan du personnage de Legolas interprété par Orlando Bloom, puisque je trouve que cet acteur a autant de charisme qu'une moule décédée en plein soleil en mois d'août sur un rocher, autant j'aime beaucoup son duo avec Gimli, donc c'est tout naturellement qu'on glisse vers ce personnage, puisque avec son magnifique échange sur Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dois-je tout vous décrire? Ou vous trouver un marchepied? je dois vous parler d'un livre court mais drôle. Je réalise avec un train de retard que le bouquin que j'ai choisi pour cette question pouvait tout à fait correspondre avec la première de ce tag. Il s'agit du Ladies Football Club qui est écrit par Stefano Massini, c'est publié aux éditions Globe. Et c'est un roman en vers libre qui nous raconte les débuts de la première équipe de football féminin durant la Première Guerre mondiale en Angleterre. Alors je partage tout à fait votre avis, de prime abord, a priori on n'est pas sur un terreau hyper fertile pour se fendre la gueule, parce qu'on est quand même sur un contexte historique un petit peu compliqué et dramatique, et pourtant la plume de l'auteur, qui est donc en vers libre, a une façon toute particulière de dresser le portrait de ces 11 femmes, de ces 11 ouvrières qui travaillaient dans une usine d'armement, qui un beau jour, pendant leur pause déjeuner, vont commencer à taper dans un ballon de façon totalement non prévue, spontanée, naturelle, et ça va découler presque malgré elle sur la formation de la première équipe de football féminin. Et c'était à la fois très drôle parce que l'auteur revient perpétuellement sur les petites marottes de chacune. Chacune a vraiment une caractéristique un peu marquante. Pour vous donner un exemple, il y en a une qui est fascinée par Jeanne d'Arc alors qu'elle ne sait pas vraiment qui est cette Jeanne d'Arc finalement. Donc ça revient comme ça perpétuellement. Il y en a une qui finit gardienne de but alors qu'elle n'avait pas du tout envie de s'y retrouver, donc à chaque fois en fait pour l'identifier dans la narration on a toujours des blagues et des références qui tournent autour de ce truc de mais je voulais pas me retrouver dans les cages. Voilà, vous avez vraiment chacune à son petit univers intérieur, à ses petites toquades, et c'est très drôle. Il y a un côté aussi follement touchant, follement bien mené, parce que j'ai trouvé que c'était à la limite de l'absurde en fait, cette narration qui ronronne, qui revient beaucoup sur les mêmes tournures, qui répète pas mal d'un chapitre à l'autre pour amener dans des variations, et pourtant c'est pas du tout ennuyant, c'est pas du tout burlesque dans le mauvais sens du terme, tout en apportant de vraies informations historiques, tout en apportant, je trouve, une pointe d'émotion qui est vraiment bien dosée, et pourtant c'est pas forcément fondamentalement hilarant dans le sens où, je vous dis, on est quand même pendant la Première Guerre mondiale, on est dans un contexte assez dramatique, il faut les faire s'affronter avec des enfants parce que tous les hommes sont mobilisés, avec des vieillards parce que tous les autres hommes sont mobilisés, ou on va leur mettre des bâtons dans les roues, ou on va les ridiculiser, et en même temps il va y avoir cette espèce d'émotion, d'engouement national pour cette équipe d'ouvrières, et la fin est un petit peu en demi-teinte, enfin, je vais pas vous en dire trop, mais c'est quand même assez acerbe, et pourtant j'ai beaucoup souri, alors j'ai pas ri à gorge déployée, mais je l'ai trouvé vraiment très drôle et assez piquant et mine de rien unique en son genre. C'est pas une lecture révolutionnaire, je pense pas qu'il rentrera au panthéon de mes lectures préférées, mais en tout cas c'est un roman qui en a sous le capot et ouais, qui m'a fait rire. Je trouve la prochaine association particulièrement cruelle et en même temps si vraie, puisque on va aborder l'épineuse question de Boromir, interprété par Sean Bean. Ah, ils ont enlevé les petits. Restez tranquille. Et je dois vous parler d'une série que j'ai abandonnée parce que je n'ai jamais pu aller au-delà du premier tome. Salut Sean Bean. C'est affreux,
C'est affreux, mais pour cette question, j'ai pris 3 premiers tomes parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu une malédiction que j'ai avec les sagas. Je lis beaucoup de premiers volumes et après je traîne pour la suite. Vous voyez, je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Donc sont concernés par exemple La couleur du mensonge de Erin Beatty, publié aux éditions Lumen, que j'avais pourtant beaucoup aimé puisque dans cette histoire on va suivre une entremetteuse qui va recruter Sage, qui est une jeune fille qui était venue la voir pour potentiellement être mariée, mais bon c'était pas trop son truc, et donc l'entremetteuse va l'embaucher en tant qu'espionne pour essayer d'infiltrer, je crois que c'est un groupe de combattants, quelque chose comme ça, je sais plus exactement parce que ça commence à être un petit peu nébuleux dans ma tête, mais pourtant j'avais trouvé ça hyper chouette. Et j'ai acheté le 2e tome il y a au moins 2 ans, et j'en suis toujours là, hein. Voilà. Même histoire, saga différente, et pourtant là c'était même un coup de cœur, le 1er tome de Grisha de Lee Bardugo, publié aux éditions Milan, dont tout le monde reparle maintenant puisque adaptation sur Netflix annoncée, etc. etc. que j'ai d'ailleurs la ferme intention de regarder. Peut-être que ça va finir par me relancer parce que j'avais adoré ce 1er tome, j'ai trop attendu pour enchaîner avec le 2e, je me suis lancée il y a peut-être 3 mois, j'ai lu 4 chapitres et je trouvais ça plat. En plus l'intérêt que j'éprouvais pour certains personnages n'était plus du tout là, c'était totalement passé. Je pense que le moment est fini, voilà, je sais même pas si j'irai au bout de cette saga, en tout cas je regarderai la série. Et comment répondre à cette question sans vous présenter le doyen du genre, le 1er tome oublié de chez Oublié, puisque ça fait au moins 10 ans que je l'ai lu et pourtant ça m'avait beaucoup plu, c'était La couronne des 7 royaumes de David Coe. Alors là j'ai le premier intégral publié aux éditions J'ai lu semi-poche et j'avais beaucoup aimé. Il y avait une histoire de tournoi, de magiciens, de complot politique avec des tueries et tout, c'était vraiment chouette. C'était l'un des premiers bouquins de fantasy que je lisais ado et qui m'avait totalement captivée. Et pareil, j'ai laissé passer le train puisque j'avais trouvé le 1er tome d'occasion, j'étais jamais tombée sur le 2e en petit découpage, et puis le temps que je me remue des années plus tard, j'ai totalement oublié ce qui s'y passe. Mais j'ai acheté le 1er et le 2e intégral parce que j'ai l'intention d'y remédier un jour. Quand, ça je sais pas, mais un jour. S'il vous plaît, ne me laissez pas dans ce sentiment de solitude ultime et n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire quelles sont les séries à l'abandon, en jachère, seules, comme ça, que vous avez abandonnées, qui sont dans vos bibliothèques et qui vous regardent avec tristesse et désespoir et devant lesquelles vous passez comme ça un peu honteusement, et enfin vous voyez le genre quoi. Partagez un peu avec nous. Et enfin, pour terminer en beauté, on ne pouvait décemment pas faire un tag Le Seigneur des Anneaux sans mentionner Gandalf, bien entendu, et sa réplique qui claque. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Là, vous pensez bien que l'intitulé est à la hauteur de cette citation, puisque je dois vous parler d'un livre qui m'a fait réfléchir sur moi, sur l'univers, sur le monde, sur absolument tout, une fois que je l'ai refermé. Et histoire de faire durer encore plus longtemps cette vidéo, qui est déjà très longue, j'ai un incontournable de ma bibliothèque que je vous ai déjà présenté dans ma toute première vidéo, que je vous remets dans le petit, mais ne vous sentez pas obligé d'aller la voir, parce qu'à l'époque, j'étais tellement affolée à l'idée de laisser le moindre blanc dans mon flot de paroles que c'est comme si je parlais. Bref, le montage c'était pas encore tout à fait ça, et puis j'étais pas extrêmement à l'aise, mais bref, je vous parlais dans cette vidéo de L'Histoire de Pi de Yann Martel, publié ici aux éditions Gallimard dans leur collection bibliothèque. Et bien entendu, l'histoire de Pi, c'est le quotidien de Molitor Patel, donc un jeune indien qui vit à Pondichéry avec sa famille. Son père est propriétaire d'un zoo, et le climat du pays étant ce qu'il est, le père décide d'embarquer toute la famille et les bestioles dans un cargo direction le Canada pour prendre un nouveau départ, sauf que pendant la traversée de l'Atlantique, eh bien le paquebot fait naufrage et Pi se retrouve tout seul sur un canot de sauvetage avec pour compagnon de route un tigre, un orang-outan et une hyène. Si vous ne l'avez jamais vu, il y a une très belle adaptation qui avait été faite il y a des années que je trouve magnifique, mais pas aussi complète que le livre, parce que pendant la moitié du bouquin, ça va pas du tout être cette histoire d'errance, de survie, de huis clos sur ce canot de sauvetage, non, ça va être la vie de Pi
en Inde, ça va être ses réflexions métaphysiques, sa recherche d'une religion. Il va expérimenter plusieurs expériences de foi avec diverses religions et c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Il y a une dimension un peu métaphysique, on se questionne aussi beaucoup sur le doute, sur comment se construire en tant qu'individu et ça, quand j'étais tombée là-dessus adolescente, mais n'imaginez même pas à quel point ça a totalement éclaté ce que je pensais connaître du monde et de moi-même et waouh, ça m'a totalement déstructurée, mais après pour me remettre dans le bon sens et c'était une expérience de lecture incroyable, donc oui, définitivement celui-ci. Et en plus récent et quand même un peu moins intense, on a le très joli et très court L'été de la sorcière qui est écrit par Kao Nashiki, c'est publié aux éditions Piquier et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est malade à l'idée même de remettre les pieds dans son collège. Vraiment, elle ne peut plus ne serait-ce que concevoir sa scolarité, sa vie à l'école. Et donc ses parents, qui sont un petit peu préoccupés mais pas non plus affolés, vont décider de l'envoyer chez sa grand-mère qui vit dans une petite maison entourée d'un potager, d'un jardin non loin d'un bois en pleine montagne. Et donc la petite va se retrouver avec cette grand-mère qui est un peu sorcière sur les bords puisque elle maîtrise les plantes, elle a une philosophie sur la vie, une façon d'envisager le quotidien qui est très particulière, un peu d'un autre temps, un peu à contre-courant. Et donc les deux vont s'entendre comme larrons en foire et cette grand-mère va essayer de façon plus ou moins subtile de donner des clés à sa petite fille pour essayer de vaincre son anxiété, ses angoisses, ses terreurs nocturnes, tout ce qui glougloute un petit peu en elle et qui l'enferme dans un carcan de peur, c'était vraiment très chouette et il se passe pas mille et une choses, c'est un peu un huis clos entre ces deux femmes, entre des histoires de famille. Il va quand même y avoir quelques petites destinées qui vont venir s'imbriquer de ci, de là et il y a vraiment des choses que j'avais besoin de lire à ce moment-là qui m'ont fait un effet bœuf et c'était incroyable, que ce soit la cueillette des fraises sauvages pour en faire de la confiture, confectionner des sandwichs avec des œufs et des fleurs du jardin, que ce soit juste de réfléchir ensemble le soir avant d'aller se coucher ou de... Bref, il y a beaucoup de choses dans ce petit roman et c'est un vrai coup de cœur qui pareil remet un petit peu les pendules à l'heure dans cette société où tout va très vite, où on passe notre temps à consommer, à s'angoisser pour le travail et tout. Et ouais, vraiment, je vous le recommande aussi chaudement. Et voilà, notre petite aventure en terre du milieu littéraire est terminée. J'espère vraiment que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo, presque autant que j'en ai pris à la tournée. J'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à reprendre le tag, à me mentionner, à me laisser vos réponses. J'espère vraiment vous lire et faire de jolies découvertes. En attendant, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!